Đọc bằng tiếng Việt chuẩn ngữ pháp và phong cách Việt Nam. À la mort d'Alexandre le Grand, le monde a retenu son souffle. Le concurrent n'était plus, laissant son empire tel un géant sans tête. Mais la personne qui a ressenti cette perte le plus profondément n'était ni un général, ni un soldat. C'était sa mère, Olympias, une femme qui avait consacré sa vie entière à son ascension, pour finir acculée dans une ville affamée, va lapider à mort. On pourrait parler d'un entretien de licenciement venu tout droit de l'enfer. Le plus brutal, c'est qu'elle est morte en se battant pour l'héritage de son fils, sans savoir que son combat était précisément ce qui allait réduire tout ce foutu truc à néant. L'histoire nous enseigne que les généraux cupides d'Alexandre ont déchiré son monde, mais ce n'est pas toute l'histoire. Oublions un instant les types avec des épées. Il n'était qu'une intrigue secondaire. La véritable guerre, digne d'une télé-réalité de haut vol, s'est jouée dans l'ombre entre deux femmes. Dans un coin, la mère d'Alexandre, Olympias, une femme dotée de l'ambition terrifiante d'une mère de concours de beauté et de l'âme d'une marraine de la mafia. En gros, Kris Jenner avec une armée. Dans l'autre, sa jeune épouse Roxane, une princesse étrangère dont le seul levier était l'héritier à naître dans son ventre. Ce n'était pas seulement une lutte de pouvoir, c'était une querelle de famille qui éclipsait toutes les autres, avec un empire mondial comme grand prix. Et dans leur tentative désespérée de sauver la dynastie d'Alexandre, elles sont devenues les architectes de sa chute glorieuse et catastrophique. À la seconde où Alexandre meurt d'une fièvre à seulement 32 ans, c'est le chaos total. Le PDG du monde connu vient de disparaître, ne laissant aucun plan de succession, aucune ressource humaine, juste une bande de types très effrayants avec des épées et un vide de pouvoir massif. Son empire entier, bâti sur la pure volonté, est désormais un géant sans tête qui titube en cherchant la prochaine falaise. Ses généraux, un conseil d'administration composé des mâles alpha les plus ambitieux de la planète, se rassemblent à Babylone et font face à deux options extrêmement inconfortables pour un nouveau roi. Option A, le demi-frère d'Alexandre, qui, disons-le ainsi, était handicapé mental. Il était le candidat des pensées et prières dans un monde qui avait besoin d'un seigneur de guerre. Option B, un bébé, littéralement pas encore né, dans le ventre de Roxane. Ils conçoivent donc un plan insensé et de fortune. Les deux seront co-rois si le bébé est un garçon. Cet arrangement était moins une trêve qu'une bombe à retardement. Le véritable pouvoir n'appartenait pas à ces rois de l'ombre, il était à portée de main. Et deux femmes s'apprêtaient à jouer le jeu plus durement que n'importe quel homme. Dans un coin se tient Olympias, la mère d'Alexandre. Cette femme était d'une intelligence terrifiante et d'une cruauté légendaire. On racontait qu'elle appartenait à un culte de charmeur de serpents, le genre de passe-temps qui vous rend inemployable chez Target, sans parler du poste de reine régente. Et elle pourrait même avoir orchestré le meurtre de son propre mari pour porter Alexandre sur le trône. Désormais en exil, elle observe les événements depuis la touche, fermement décidée à sécuriser ce trône pour son petit enfant. Pour elle, ce n'était pas l'empire des généraux, c'était l'entreprise familiale. Dans l'autre coin se tient Roxane, la princesse étrangère qu'Alexandre avait épousée. Maintenant qu'il est parti, elle est totalement seule dans une cour remplie de loups qui la considèrent comme une intruse. Son seul levier est l'héritier dans son ventre. Mais Roxane n'est pas une princesse Disney. Elle sait qu'elle doit jouer plus sale que tout le monde pour survivre. Et son premier coup est glacial. Alors que les généraux sont encore en train de se partager la carte, Roxane ne perd pas une seconde. Peu après la mort d'Alexandre, son autre épouse est retrouvée morte. Et vers qui tous les regards se tournent-ils? Roxane. Elle aurait fait assassiner sa rivale pour éliminer tout autre héritier potentiel avant même que son fils ne voie le jour. Elle n'a pas seulement éliminé la concurrence, elle a répandu du sel sur la terre où il se trouvait. C'était cruel. Quelques mois plus tard, un petit garçon naît, Alexandre IV. Lui et Roxane sont désormais les symboles vivants de l'Empire, mais ils sont aussi des otages. Pendant des années, ils seront trimballés entre des généraux avides de pouvoir comme un trophée que l'on gagne et que l'on échange aussitôt, traînés à travers un monde en décomposition comme des pions politiques. Les hommes qui avaient juré de les protéger n'attendent que le bon moment pour s'en débarrasser définitivement. Pendant ce temps, Olympias attendait son heure en Macédoine. Elle détestait le régent Antipater. Quand celui-ci meurt enfin et que son fils Cassandre tente de s'emparer du pouvoir, la région sombre dans le chaos. Pour Olympias, c'est le signal. C'est parti. En 317 avant Jésus-Christ, Olympias, alors âgée de près de 60 ans, marche sur la Macédoine avec une armée. Elle fait face à l'armée du roi rival. Mais alors, il se passe quelque chose d'incroyable. Les soldats adverses, voyant la mère de leur héros divin Alexandre, perdent complètement la tête et désertent sur le champ pour la rejoindre. C'était l'équivalent antique d'une rockstar montant sur scène,
Un basculement de loyauté instantané et catastrophique. Elle a gagné une guerre par la seule force de sa célébrité. Tenant le royaume entre ses mains, Olympias déchaîne une tournée de vengeance qui n'est rien de moins que biblique. Elle fait capturer et exécuter le roi rival. Puis elle purge tout ce qui s'est opposé à elle, tuant le frère de son ennemi Cassandre et plus de 100 de ses partisans. On est moins dans le pardonner et oublier que dans le chercher et regretter. Pendant un bref et terrible moment, Olympias a tout. Elle est la reine incontestée de Macédoine, mais elle a atteint ce but par la terreur pure. Et régner par la peur, c'est comme un régime à base de cocaïne pure, un pic spectaculaire suivi d'une descente vraiment brutale. Cassandre est hors de lui. Olympias a assassiné son frère. Ce n'est plus seulement de la politique, c'est une vendetta sanglante. Il fonce vers la Macédoine avec une armée. Et cette fois, tout est différent. Les gens qui adoraient autrefois Olympias ont maintenant peur d'elle. Ils rejoignent Cassandre en masse. Il encercle Olympias, Roxane et le jeune roi Alexandre IV dans la ville de Pydna. Un siège atroce commence. Piégés tout l'hiver, leurs réserves s'épuisent et ils commencent lentement à mourir de faim. Olympias n'a d'autre choix que de capituler. Cassandre promet de lui laisser la vie sauve, une promesse avec la durée de vie de crevettes non réfrigérées. Il organise un simulacre de procès, mais quand ses propres soldats refusent l'ordre d'exécuter la mère d'Alexandre, car tuer la mère sacrée du héros national est un sérieux frein à la carrière, Cassandre fait preuve de créativité. Il fait avancer les familles des 100 hommes qu'Olympias avait tués et les laisse la lapider à mort eux-mêmes. C'était de la vengeance participative en mode crowdsourcing, style monde antique. Avec la mort d'Olympias, Roxane et son fils sont totalement sans défense. Cassandre est aux commandes et un héritier vivant est un fardeau. Il les enferme dans une forteresse, une cage dorée où ils vivent comme prisonniers pendant des années. La tragédie finale et silencieuse survient vers 310 avant Jésus. Le jeune roi Alexandre IV atteint ses 13 ans. Il est assez vieux pour que les gens commencent à exiger qu'il règne réellement. Pour Cassandre, un roi mineur avec une revendication légitime n'est pas un problème de relations publiques, mais une menace à éliminer. Il donne donc un ordre secret. Il n'y a pas de bataille, pas d'annonce, juste un ordre officieux et une dose de poison livrée dans une forteresse isolée. Roxane et son fils, les derniers héritiers directs d'Alexandre le Grand, sont assassinés. Leurs corps sont cachés, leur mort tenue secrète. Et juste comme ça, la dynastie est terminée. Passe avec un fracas, mais dans un murmure. Ce duel brutal entre deux reines n'était qu'un front de la guerre lors de l'effondrement total du monde d'Alexandre. Ces généraux jouaient leur propre Game of Thrones transcontinental, fait d'embuscades et de trahisons à une échelle épique. Au final, leur partie d'échecs épique pour sauver la dynastie s'est retournée contre eux de manière spectaculaire. Olympias, la matriarche qui a utilisé la terreur pour sécuriser le trône de son petit-fils, n'a réussi qu'à se faire tuer brutalement. Et Roxane, la survivante qui jouait le jeu avec de la glace dans les veines, n'a acheté pour elle et son fils que quelques années de captivité supplémentaire avant d'être effacée en silence. Leur rivalité n'a pas sauvé la dynastie, elle n'a fait qu'appuyer sur le bouton d'avance rapide de sa destruction. Elles ont mis le feu à la maison, facilitant la tâche à un gars comme Cassandre pour y entrer, changer les serrures et encaisser l'argent de l'assurance. À la mort du jeune roi, les généraux ont cessé de faire semblant. Ils ont commencé à s'appeler rois et probablement à imprimer leur propre merch. C'est une dure leçon. Parfois, la tentative désespérée de préserver un héritage est précisément ce qui le brise. Elles ont joué au Game of Thrones et à la fin, le trône lui-même est tombé en poussière, les entraînant, elles et tout le monde d'Alexandre, dans l'abîme. Si cette histoire de trahison antique et de l'effondrement d'un empire a changé votre vision du prix du pouvoir, veuillez vous abonner à la chaîne et laisser un j'aime. Nous déterrons l'histoire que le temps a essayé d'ensevelir. Aidez-nous à semer les graines de l'avenir. Le prochain grand trésor de l'histoire sera bientôt ouvert.